J'ai toujours voulu repasser mon permis de conduire. Pourquoi? Parce que je pense que dans la vie, ça nous arrive à tous, on prend les choses pour acquises. C'est normal. Ça fait 15 ans que j'ai mon permis de conduire. Je roule relativement correctement, je crois. Il y a une chance que cette situation se soit pas bien déroulée à un examen. Et aujourd'hui, je vais me mettre à l'épreuve puisque je vais à la rencontre d'un moniteur auto-moto. Donc sans plus attendre, on va aller découvrir son quotidien. Je crois que je vais mettre la main à la pâte. C'est parti. Hello! Salut Rodolphe. Ça va? Ouais, toi? Ouais, super. Merci de nous présenter ton auto-école. On est chez toi là. Bah grave. Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis gérant et moniteur d'auto-école et aujourd'hui je vais vous présenter mon métier. Grâce à Baptiste, on va découvrir le quotidien d'un professionnel de la route. J'ai beaucoup de questions à lui poser et il va me mettre au défi de repasser mon permis de conduire. Et croyez-moi, ça ne va pas être aussi simple que ce que j'aurais pensé. J'allais intervenir mais j'ai attendu un tout petit peu que tu te rendes compte. Attachez votre ceinture et venez avec moi dans cet épisode, dans la peau d'un moniteur d'auto-école. Donc tu fais auto-moto, puisque là on va se focaliser sur l'auto aujourd'hui. Ouais, bien Moi j'ai sûr. pas le permis moto en plus. Nous ici on fait que le permis B, mais moi je suis moniteur moto. Donc là c'est une photo qu'un de mes élèves m'a gentiment encadré. Ah trop cool. Et voilà, c'est la petite bande de copains que j'ai formé en moto quoi. Donc du coup tu fais l'enseignement de la moto dans une auto-école à part et là ça c'est ton auto-école à toi. Ouais, c'est ça exactement. Ok. Au départ, moi je suis allé vers la moto principalement, mais pour être moniteur moto, il faut être moniteur voiture. Donc de fait, en fait, je suis devenu moniteur voiture aussi. D'abord même en fait, moniteur voiture. J'étais moniteur auparavant employé dans une auto-école en moniteur moto. Et lorsque j'ai ouvert, je me suis concentré sur, on va dire, l'essentiel, à savoir le permis B qui est vraiment le cœur du métier, et aussi parce que c'est un peu plus compliqué de mettre en place un service de formation moto. Comme c'était beaucoup de gestion, je vais me concentrer d'abord sur le cœur de l'auto-école, c'est vraiment le permis quoi, le permis voiture. Mais à terme, ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir ouvrir un pôle moto. En fait, là, c'est l'accueil bureau. Ouais. Et puis derrière, c'est la salle de code. C'est une obligation pour les auto-écoles de pouvoir accueillir les élèves pour le code. Et puis, on fait aussi des rendez-vous pédagogiques pour les conduites accompagnées. On reçoit les parents. T'as Voilà. des gens qui viennent encore passer le code ici en physique ou ça se fait plus ça? Ça se fait toujours, mais Ouais. c'est beaucoup dématérialisé sur des applications. Ils font sur leur téléphone, sur leur ordi. Du moment que tu as de quoi projeter ta séance de code, faut une pièce dédiée quoi. Tu vas nous montrer un peu comment ça marche, ton quotidien. T'as combien de voitures? 2 voitures, une boîte méca pardon, puis une boîte automatique. Bon du coup on va partir sur la voiture manuelle. Yes. Quand les gens font de l'auto, du coup ils doivent repasser un permis pour s'ils veulent... Non, pas vraiment, c'est une formation complémentaire, mais ils repassent pas devant l'inspecteur. Ah pas du tout. Non, du tout, en auto-école seulement. En fait, tu peux passer ton permis en boîte automatique, et aujourd'hui, tu as 0 délai pour te représenter dans une auto-école et faire une formation complémentaire de 7 heures minimum, pour valider avec un moniteur que tu as le niveau. Alors par contre c'est moi qui vais me mettre là. Tu te mets au volant? Ouais. Ah bah je veux que tu me testes. Ah bah magnifique. Il y a un truc que j'ai hâte de voir, c'est si avec ça, on va avoir des dépassements un peu... À mon avis, t'en as des anecdotes. Oh oui, des incivilités. T'as vraiment des gens qui te doublent comme des barbares quand t'as le signe auto-école sur la voiture? Ah oui, j'ai des gens, si je freine pas, on se les prend. Hein. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Plusieurs fois par heure, tous les C'est élèves. vrai? Ah oui, oui. Des fois, ils se disent, je vais être patient, et après, ils regrettent. Sauf que du coup, c'est trop tard. Ils auraient dû prendre la décision de dépasser tout de suite. Et ils se disent, ah, vas-y, je dépasse. Mais c'est trop tard depuis 2-3 secondes, tu vois. On va vers où là? Et bah, on va prendre à droite. Voilà. Là, par exemple, ton placement indique que tu vas à gauche. Oui, parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude de prendre cette route pour aller à gauche. Et du coup t'as tout ici, tu peux activer les clignots, tu peux activer les phares, tu peux... En fait, t'as le principal. Tu vas pouvoir klaxonner, faire des appels de phare. C'est toi qui as la main par rapport aux commandes principales de la voiture. Si toi t'actionnes, c'est ici que ça va prendre en compte. Si jamais, tu vois, l'élève il a son clignot à gauche par exemple, il oublie de mettre le clignotant à droite pour la sortie du rond-point. Si moi je mets clignotant à droite, la voiture elle va basculer sur le clignotant à droite. Les pédales c'est pareil? Les pédales pour le coup, le pédalier il est connecté, c'est-à-dire qu'en fait si tu actionnes de ton côté, ça actionne de mon côté. Ah. Donc en fait pour le coup, si par exemple l'élève il appuie sur l'embrayage, je peux pas le relever pour lui. Il y a des trucs un peu compliqués à gérer. Si le gars il est en train d'accélérer et qu'il voit pas un truc, je freine, le frein il va prendre le pas sur l'accélérateur. Ouais. Mais ça c'est mécanique si tu veux, Ouais, c'est oui. pas le pédalier qui fait ça. Par contre si le gars il appuie sur le frein, moi ma seule option c'est d'aller mettre éventuellement mon pied sous le frein et de lever le frein. Mais il aura toujours plus de force en appuyant que moi en levant. Donc Ouais, en bien fait sûr, ouais. je vais être en galère, je vais être plutôt obligé de verbalement lui dire lâche le frein, lâche le frein, lâche le frein. Et des fois les gens quand ils sont tétanisés ils lâchent pas le frein. Là on a des risques des fois de collision vers l'arrière, ça franchement on peut pas faire grand chose. Ouais c'est ce que j'allais te demander, c'est quoi le plus dangereux entre guillemets quand t'es à côté que toi tu peux pas... Ouais, il y a 2 trucs, je dois bien les laisser faire les erreurs, donc des fois on va... en fait le risque principal c'est la collision du véhicule derrière qui va nous rentrer dedans. Ok. Ça peut arriver parce qu'on cale et que le gars il fait pas attention, il démarre trop vite, il anticipe pas qu'on va caler. Des fois même si on cale un peu brusquement, la voiture peut même être amenée avec le rebond sur les suspensions, elle va même repartir un coup en arrière. Bon ça c'est le truc un peu chiant. Dans l'absolu, tu peux l'éviter parce que si tu viens accompagner l'embrayage avec l'élève, il va pas caler, mais bon, en même temps, si tu fais ça à chaque fois, il apprend pas le gars. Il a l'impression qu'il sait faire, en fait, ça se trouve, c'est toi, tu vois. Oui, oui, d'accord. Donc tu es bien obligé de le laisser caler aussi de temps en temps. Et le deuxième risque, c'est quand le gars il prend peur d'un truc et qu'il va se mettre à piler, et en fait, il t'écoute plus à ce moment-là. Tu peux dire lâche le frein, lâche le frein, lâche le frein.
le gars il est soudé sur le frein, il va pas le lâcher. Et des fois tu te retrouves à t'arrêter genre là. Il voit un piéton qui va pour traverser, mais genre le piéton il va jamais traverser, tu vois. Sauf que lui, il prend le frein, et le véhicule derrière, le mec il est à fleur au fusil, il s'attend pas à ce que le véhicule il s'arrête en plein milieu de la rue, tu vois. J'aime vraiment la conduite, j'aime l'automobile, le monde de l'automobile et le monde de la moto surtout. Donc c'est ça qui m'a orienté là-dessus au départ. Parce que j'aime enseigner des choses. En fait, quand j'ai des connaissances et des savoir-faire, j'aime beaucoup les partager et voir les gens acquérir des nouvelles compétences parce que je leur ai partagé moi ce qu'on m'avait déjà enseigné ou ce que j'avais appris par moi-même. C'est de l'enseignement quoi. Moi, je parle de choses qui m'intéressent et les gens sont réceptifs parce qu'ils sont là pour apprendre. Donc moi, l'enseignement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Là, on part sur un parcours d'examen. Exactement. Comment ils sont créés ces parcours d'examen? C'est les moniteurs, c'est les examinateurs? Il n'y a pas de parcours d'examen. En fait, il y a des centres d'examen par circonscription. Il y a plusieurs centres d'examen. C'est les lieux de travail en fait des inspecteurs. Nous, on va sur place avec nos candidats et les inspecteurs, en fait, ils ont ce point de départ qui leur est attribué, qui est souvent en fait en partenariat avec un centre commercial ou là par exemple là où on va c'est au centre météo de Trappes. On leur prête une partie du centre météo pour qu'ils puissent exercer. La zone d'examen est toujours la même puisque leur point de départ est toujours le même. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent comme parcours d'examen sachant que de toute façon ils ont une trentaine de minutes par candidat. Donc effectivement ils se retrouvent à faire un peu toujours les mêmes parcours à force. Mais en soi sinon il n'y a pas de parcours prédéfini quoi. Selon ce qu'ils souhaitent évaluer, ils savent où aller. Ils ont des parcours qui permettent d'évaluer l'ensemble des compétences requises pour passer pour être reçus à l'examen. Si pendant l'examen ils se rendent compte qu'ils aimeraient évaluer davantage un point ou un autre, ils savent qu'à tel ou tel endroit ils vont pouvoir aller chercher un petit peu l'élève. Ouais, donc en fait chaque examen du permis est adapté à l'élève, c'est pas un examen. En fait, non, tout le monde ne fait pas la même chose. Ce serait peu pertinent parce que les auto-écoles travailleraient que ce parcours-là, ce qui fait que les élèves seraient bons sur un parcours parce qu'ils l'auraient mémorisé par cœur. Ça t'est arrivé de voir des examinateurs piéger, entre guillemets piéger, faire un truc, une prio un peu douteuse ou quoi, ou même toi tu t'es dit ah ouais je l'avais pas vu? Non, parce que de toute façon les examinateurs ils piègent pas. Et même je veux dire s'il y a des choses qui peuvent être un peu tendues et qu'ils le savent, ils vont même être plutôt dans l'anticipation. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, on va sortir d'un parking et il y a un stop, mais il n'y a pas la ligne au sol par exemple, il n'y a que le panneau stop. Donc ils vont dire vous ferez attention à la signalisation à la sortie du parking. Ils donnent pas l'info, mais en même temps ils disent reste vigilant quoi. Il n'y a pas de moment où il se dit tiens là il y a un vieux stop, je vais rien dire et on va voir tu vois. Ça n'existe pas. On est à côté du centre d'examen de Météo France à Trappes. Et bien sûr, on peut pas s'y rendre. Hein. Déjà, on n'a pas le droit, puis c'est fermé. Donc, on est sur le parking de la gare de Trappes qui est tout à côté. Combien il y a en général d'élèves qui débarquent pour le permis au même moment? Ça va dépendre du nombre d'examinateurs qu'il y a, mais si tu veux, dans la journée, les examinateurs font, si je dis pas de bêtises, j'ai pas recalculé, disons 12-13 permis par examinateur par jour. Quand même. Voilà, de 8h à 16h. Ah ouais, donc quand même. Ça peut faire du monde. S'il y a 3, 4, 5 examinateurs sur place, ça fait du monde à la journée quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la suite? On va faire un examen blanc, on va faire comme si on faisait un examen blanc avant de passer ton permis pour voir si tu as le niveau et si on accepte de te présenter au nom de l'auto-école au permis de conduire. Et allez, c'est parti, on va remonter dans la carriole et puis un peu stressé en vrai. Vous allez circuler en agglomération et hors agglomération. Vous allez respecter les règles du code de la route et les limitations de vitesse des jeunes conducteurs. Vous adapterez les allures aux situations que vous allez rencontrer et vous serez particulièrement courtois, notamment envers les usagers les plus vulnérables. Concernant le parcours qu'on va faire, déjà ça dure à peu près une demi-heure. Retour au point de départ à la fin. Je vais te faire un parcours qu'un de mes élèves a eu récemment. Comme ça, c'est vraiment représentatif, en tout cas de ce qu'un élève a vécu le jour du permis. Si tu es prêt, on partira vers la sortie de gauche. Allez. Donc la sortie sera juste sur notre droite et on suivra la direction de Montigny-le-Bretonneux. Possible, on ne fait pas de roue libre pendant la phase d'arrêt. Donc on ne se remet pas au point mort. C'est mieux quand même de garder une vitesse engagée. Au moins pendant la phase de freinage jusqu'à l'arrêt. Après quoi on se remettra au point mort à l'arrêt si on a besoin de relâcher l'embrayage. Oui, un peu moins, mais encore oui. Alors là il ne faut pas hésiter à indiquer la direction qu'on va choisir. On va prendre à droite à l'intersection. Il y a un feu clignotant qu'on ne voit pas là à cause du camion, c'est juste ici. Là aujourd'hui les conditions de circulation sont particulièrement clémentes, une situation qu'on va devoir gérer. Alors pour dépasser l'obstacle, il s'agit de faire un contrôle complet dans le rétroviseur sans oublier le contrôle d'angle mort. On va avoir un parking un tout petit peu après le dodan sur la droite et on y rentrera pour effectuer notre manœuvre de stationnement. Donc ce sera un rangement en bataille arrière en rentrant dans le parking.
Tu aurais pu contrôler davantage dans l'angle mort à droite pour le passage piéton, pour s'assurer qu'en rentrant, on coupe pas la route à un piéton qui voudrait traverser. Ok. Voilà. Si on est peut-être trop light sur la prise d'information latérale en franchissant le passage piéton. Ok, on part sur la manœuvre. On part sur la manœuvre. Là, il te manque juste un truc. Avant de partir sur ta manœuvre. Regardez-le avec ton clignotant. Qu'on aurait dû actionner en fait avant même de s'arrêter. Lorsque j'ai précisé qu'on allait faire la manœuvre à droite, tu aurais dû mettre ton clignotant. Oui, oui, bien sûr. Ok, c'est bien. Lorsque le véhicule est immobilisé, après la manœuvre, le plus souvent c'est là que les examinateurs vont poser les questions. Il y a une série de 3 questions qui va être posée à l'élève. C'est vrai. Les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, c'est quoi? 60. Donc ce sera la question 60. Alors pour le coup pour toi, sachant que tu es conducteur depuis quelques temps, ça devrait aller. Ouvrez et refermez le coffre et vérifiez sa bonne fermeture. Ok, ça va. C'est ici. Hop, page arrière qui est bien fixée. Ok, moi ça me paraît bien. Voilà. Ok, le coffre est bien fermé. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Vu qu'on a un poids lourd derrière, j'imagine que la voiture aurait tendance à être un petit peu en arrière comme ça. Donc il faut juste s'assurer que les pneumatiques sont bien gonflés et que les phares ne soient pas mal réglés de sorte à aveugler les autres conducteurs. Ok, c'est la bonne réponse. La question en lien avec les premiers secours. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Oui. Non, car le défibrillateur ne se déclenche uniquement que quand la victime est en arrêt cardiaque, d'où le terme défibrillateur automatisé. Donc 2 points sur 3 sur les questions. Bien, donc là on va pouvoir repartir en sécurité en respectant le sens de circulation bien sûr de ce parking. Ok, mon clignotant, je m'assure qu'il n'y ait personne. On braque. Oulala, clignotant dans l'autre Oui, sens. J'allais intervenir mais j'ai attendu un tout petit peu que tu te rendes compte et heureusement que tu t'es rendu compte. Oui, parce que quand j'ai vu la flèche pas du tout dans le bon sens. Pourtant j'ai précisé au départ qu'on allait repartir dans le bon sens de circulation en respectant le sens de circulation bien sûr de ce parking. Oui. Ce qui présupposait qu'il fallait faire attention en partant quoi. On ira à droite. Donc là je viens d'échapper à une erreur éliminatoire, c'est ça? Oui. Très bien. Alors on va débuter la phase de conduite en autonomie et la direction sera la direction Montigny-le-Bretonneux jusqu'à nouvel ordre. Donc si on peut insister un peu sur le contrôle avant de quitter le rond-point, plutôt en vision directe. J'ai vu que tu as contrôlé le rétro, c'est je dirais incomplet on va dire. Le véhicule derrière nous il est passé au feu rouge manifestement. Hein. Puisque le pictogramme est vert et que nous on vient de passer au feu vert. Ouais. Il avait un feu? Ah bah si nous on en avait un, lui il doit en avoir un. En réalité il en a un, je le sais, hein, je le sais. En plus, encore une fois, son pictogramme était vert, le pictogramme des piétons qui pouvaient traverser devant lui. Hein, donc clairement lui il est passé au rouge. Ce dont je me rends compte là, en étant dans la voiture avec Baptiste, c'est qu'il est à l'affût absolument tout le temps. Il n'y a aucun détail qui lui échappe. Il a le regard partout. Des insertions, le cauchemar. Ah mais c'est même pas une insertion en plus. Non, effectivement, la signalisation le précisait. Hein. Juste avant, on avait un panneau bleu avec 3 voies indiquées sur le panneau. Des insertions, le cauchemar. Et encore une fois, attention sur le contrôle, à bien effectuer les contrôles d'angle mort. Hein. Ça ira pour la direction d'autonomie, on va continuer vers les zones d'activité. À l'embranchement en bas de la rue, on ira vers la gauche. Je devrais pas être à gauche là. Non. Non hein. Non. En tout cas, c'est pas utile, étant donné qu'on est les premiers arrivés sur le feu. Et qu'on peut aller qu'à gauche. Et qu'on peut aller qu'à gauche. Hein, que le placement standard aurait été à notre droite. Ouais. Okay, donc attention, quand on se replace, effectivement il n'y avait personne à côté de nous au feu, donc dans l'absolu il n'y avait pas de risque, mais qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne, quand on fait un changement de voie, là on s'écarte pour revenir à notre position de droite et qu'on viendrait de faire un contrôle de rétro d'angle mort pendant le virage où on réélargit la trajectoire pour s'assurer qu'il n'y a bien personne. Hein. Ouais. Ok, c'est bien d'avoir adapté l'allure avant de s'engager dans le virage. On rentrera sur le parking de départ et à partir du moment où on rentre sur le parking, l'examen prend fin. Hop. Ok. Bon, retour de permis. Alors, ça va? Bah, à toi de me dire, qu'est-ce que t'en penses? Je me suis un peu mis la pression et tout en me disant, on m'observe. Je passe un peu ma vie dans mes rétros et tout, et pour l'instant, ça suffisait pas. Et pareil, quand je suis sorti du parking, je me dis, on sort du parking en faisant gaffe à la signalisation. Je dis, ouais, bon, bah, je repars de là où je viens, tu vois. Mais au dernier moment, je vois la flèche et je me dis,
je suis un grand malade. Quand ça t'arrive et que t'es tout seul dans ta voiture, bah les rétros tu fais pas gaffe que voilà. Le parking, bon bah voilà, tu t'en rends compte, tu vas dans l'autre sens. Et c'est vraiment des trucs qui à mon avis arrivent plus fréquemment que ce qu'on pourrait le penser quand on est conducteur. Et c'était bien sur beaucoup de choses, effectivement. Les allures sont bien gérées, le respect de la réglementation. C'est bien quoi, c'est une conduite propre. La partie un peu où on roule en roue libre, c'est-à-dire avec pas de vitesse engagée, c'est pas très méchant, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas aux élèves à le faire parce que c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, mais c'est ce qu'il y a de plus pratique et c'est pour ça que les gens adoptent ce comportement-là. Après, dans la vie de tous les jours, tout le monde le fait. Cet élément-là, il n'est pas décisif. Petite insertion qui t'est pas une insertion à un moment. Ouais, en fait, l'erreur la plus grossière, elle est là. On a des contrôles qui sont parfois incomplets. À ce moment-là, en tout cas, inexistants parce que tu fais un premier écart vers la gauche, tu as un contrôle qui est incomplet, tu n'as qu'un contrôle de rétroviseur. On voit, il y a une voiture derrière nous qui fait aussi en fait une insertion aussi. En fait, vous êtes deux à faire l'espèce d'insertion inutilement. Oui, je l'ai vu se décaler à gauche. En fait, machinalement, je me dis, les gens se mettent à gauche pour te permettre de t'insérer. Et en fait, vraiment, naturellement, je suis allé à gauche. Et après, tu vois, en fait, le problème là qu'on a, c'est que tu fais un peu un zigzag gauche, droite. Et dans tout ce zigzag, on n'a pas un contrôle d'angle mort. Il n'y en a pas un à gauche, il n'y en a pas un à droite. T'en as oublié lorsqu'on a dépassé un véhicule qui se stationnait avant d'arriver sur le parking. Tu vois, l'accumulation d'un manque de prise d'information dans les angles morts, ça peut jouer défavorablement sur ta notation à la fin sur l'onglet prise d'information. Oh, c'était bien, franchement c'était bien. Mais vraiment un point noir sur les contrôles en vision directe, notamment cette action-là. Alors qu'en fait, il n'y avait même pas besoin de s'engager au départ. Donc en termes de pourcentage, j'avais combien de pourcentage de chance d'avoir mon permis? C'est difficile à dire. Franchement. Mais déjà, si tu doutes, ça veut dire qu'il y a une chose que je n'ai pas, quoi, que je reparte chez moi piéton. Ouais, parce que dans l'expérience qu'on a fait, c'est artificiel. Si je te mets vraiment face à un inspecteur et qu'on fait pas ça pour rigoler, entre guillemets, que tu passes vraiment ton permis, lui, comment il va réagir sur le truc, tu vois, de la situation. Moi, t'as ton permis, on est à la cool. J'ai laissé un peu faire, j'ai regardé. Il aurait fallu peut-être sur le moment dire attention, machin, truc, votre contrôle. Appuyer à ce moment-là, peut-être ce qu'un vrai inspecteur dans une situation réelle aurait fait. Il y a une chance que cette situation se soit pas bien déroulée à un examen, un vrai inspecteur, un vrai examen. Je vais rentrer en train. Les compétences indispensables déjà, premièrement c'est d'être calé sur les notions de code de la route, de ne pas avoir peur en voiture, bon ça c'est évident. Maintenant il faut aussi avoir beaucoup de remise en question parce que premièrement vis-à-vis des règles de code de la route on n'est pas infaillible, il y a des choses que je sais pas, il y a des choses que je pense savoir et je me rends compte que finalement j'avais tort et voilà, il faut savoir se remettre en question et dire bon bah c'est pas grave. Le code de la route c'est très complexe, c'est très dense, on peut pas toujours tout savoir. Donc il faut savoir se remettre en question, pas estimer qu'on sait tout parce qu'on a un diplôme et qu'on est censé tout savoir, ça c'est pas grave. Et puis aussi se remettre en question sur la façon dont on va aborder les cours parce que selon les personnes, il va falloir être plus ferme, moins ferme, il va falloir trouver des éléments d'explication qui conviennent, essayer d'aller chercher dans les loisirs que font les gens pour aller chercher des parallèles avec ce qu'eux ils connaissent, etc. Vraiment s'adapter aux gens. On nous apprend à dispenser un cours, mais en réalité un cours peut être dispensé de 100 manières différentes puisque il va y avoir 100 façons de l'intégrer. Donc ça aussi c'est un truc où il faut se dire bon ok, j'ai fait mon cours, il était bien, mais le gars il a rien compris. C'est pas de sa faute, il faut que je fasse le cours différemment. Peut-être qu'il comprend pas parce que c'est pas, je lui ai pas apporté de la façon dont il est capable de comprendre. Maintenant c'est à moi d'utiliser les pédales. Ouais. Là je vais me mettre dans l'auto. Dans l'auto, dans la peau du moniteur. Je vais me mettre dans la peau de l'élève, moi c'est dire. C'est confort, t'as de la place ici. Ouais, par contre t'as le pédalier qui est beaucoup plus ressorti. Ce qui fait que en fait, tu dois reculer beaucoup plus que ta position standard de conduite. Effectivement. Mais sinon, ouais, c'est bien. Le pédalier qui est ici s'active directement sur toi et il est prioritaire. Non, c'est pas une question de prioritaire. En fait, ça s'actionne en fait des deux côtés de la même manière. En fait. Ah, mais t'as pas d'accélérateur par contre? Si, en fait, l'accélérateur, il est neutralisé ici. Pour des aspects pratiques et réglementaires pour le jour du permis. Et là, on a les commandes principales. Faut appuyer vraiment. C'est pas tactile. Ah, c'est un. C'est des boutons physiques en fait. C'est trop marrant, ouais. Ça... Oui, tu peux klaxonner, oui. Et ça, là, c'est Renault Tech, donc ça, c'est propre à Renault, du coup. Voilà, ouais, ce boîtier-là, c'est Renault qui le fait. Ok. Et chaque constructeur, du coup, chaque marque a ses boîtiers pour les auto-écoles? Non, tous les constructeurs font pas des boîtiers spécifiques pour les auto-écoles. Si tu préfères avoir ton rétro orienté vers l'élève pour pouvoir regarder ce qu'il voit, ce qu'il regarde dans ses rétros, etc., ça t'évite d'avoir à tourner la tête et à perdre trop de vue la route, quoi. Oui, et puis peut-être aussi, est-ce qu'un élève qui va être un peu stressé parce que tu te retournes et que tu le regardes, là c'est vachement plus discret. Tu préfères te garer en marche avant ou en marche arrière? Marche arrière, aller direct en marche arrière. Pas trop mal en vrai. Prendre les commandes de la voiture depuis la place passager, franchement je trouve ça ok. C'est pas le plus compliqué. Ouais, pas si mal en vrai. Mais ça va. Ça va. Petit point mort.
on lâche tout. Ok. Ça arrive jamais de contrôler la voiture totalement quand t'es un élève, il n'y a pas vraiment de raison que tu dois... Si, ça m'arrive souvent. En fait, les élèves, des fois, ils ont besoin de démonstration ou d'explication ou les deux en même temps. Oui. Et ils peuvent pas. Des fois, c'est trop compliqué pour eux de se concentrer sur la conduite et sur ce que je dis, quoi. Ok. Donc, je reprends les commandes et puis on navigue comme ça au gré du vent et en même temps, je leur explique ce que j'ai à leur expliquer. J'ai l'impression d'être très intrusif en fait. Ouais, en vrai, il y a un petit truc assez ludique, je trouve. C'est ouais. assez satisfaisant une fois que tu l'as fait. Tu te dis, ouais, l'élève, il est impressionné, quoi. Tu vois. Ouais, et les élèves sont assez impressionnés par ça en réalité. Ouais. Le plus dur, c'est de voir les élèves se planter au permis pour des choses vraiment bêtes, des choses qui vont pas être représentatives de ce qu'ils sont capables de faire en heure de conduite habituellement. Et c'est un peu du gâchis et nous on est impuissants vis-à-vis de ça. À ce moment-là, c'est eux qui ont la responsabilité de leur examen, nous on peut pas les aider alors qu'on passe notre temps à les accompagner. Ce qui peut être dur sans être pénible dans le sens où c'est pas que c'est rageant, c'est que c'est difficile. C'est quand on a vraiment des élèves qui ont un blocage sur l'apprentissage et on se sent un peu démunis des fois, on n'arrive pas à trouver de solution. Et quand tu dois enseigner quelque chose et que ça bloque et que tu trouves pas de solution, tu te retrouves un peu sans armes, tu te retrouves à essayer encore les mêmes choses en espérant que finalement il y a un déclic. Mais le déclic, le truc c'est qu'il vient plus de toi, il doit venir de l'élève. Ça arrive, c'est rare, mais ouais, il y a des élèves qui sont un peu hermétiques à l'apprentissage de la conduite. Tout le monde n'est pas fait pour conduire. Moi je suis certainement pas fait pour faire plein de trucs. Ils essayent, mais ça bloque. Et là, ouais, c'est un peu chiant parce que l'essence de ce que je fais, ça tombe à plat, quoi. Je cherche plus à rien, quoi. Ils ont besoin de quelque chose que je peux pas leur apporter. Peut-être que personne peut leur apporter, ou juste du temps. Et ça, c'est un peu... ouais, c'est un peu dur des fois. Qu'on se fasse rentrer dedans, ça arrive, mais ça arrive pas souvent. Ça t'est déjà arrivé, toi ? Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais. Dans ces cas-là, comment ça marche légalement ? J'imagine que toi, en tant que professionnel de la route, tu as des assurances, etc. Mais si c'est les autres conducteurs qui sont en faute, comment ça fonctionne, ça ? Bah, c'est une assurance classique, hein. Ouais. C'est une assurance tout conducteur. Si je me fais percuter par l'arrière, je fais un constat. C'est la responsabilité du conducteur de derrière. Ok. C'est son assurance qui paye pour les dégâts. Et puis, ouais, Oui, c'est pareil. Hein. classique, Comme si toi, tu avais un accident. Ok. Quoi. Le responsable, par contre, sur le papier, c'est moi, quoi. C'est ok. pas l'élève. Déjà, il peut pas être tenu responsable. Il a même pas le permis. C'est moi le responsable du véhicule, si tu veux. Tu vois. En fait, toi, tu es obligé d'intervenir déjà pour Pour ce que mes élèves font mal et pour Ouais. ce que les autres font mal C'est aussi. ça, oui. Après, c'est bien aussi que les gens nous fassent pas plus de cadeaux que ça, parce que si on est tout à fait lucide, la route c'est ça. Hein. T'as des élèves qui sont nerveux même parce que je sais que ça c'est vraiment Ouais. typique de l'être humain, tu vois. Ouais, En ouais, fait, il y ça a ce arrive. côté de t'es anonyme quand t'es en voiture et les autres gens sont pas des gens. Et c'est comme dans les jeux vidéo en ligne en fait. Là, Tu vois, l'élève que j'avais tout à l'heure, il était un peu comme ça. Il râlait. Ça vient vite, la rage Ouais. du volant. Hein, Il y a toujours ce côté où je me dis, potentiellement, quand on te fait un truc qui est pas forcément grave mais où tu t'énerves, ça pourrait être quelqu'un que tu connais. Tu sais, tu Grave, peux commencer de fou. à insulter quelqu'un Ouais, et de tout, fou. et t'arrives à sa hauteur, t'as envie de lui faire un don d'honneur et tu te rends Tu te compte rends que c'est compte ta que tante. c'est ta prof de maths du collège. D'ailleurs, je suis sûr que ça a dû arriver que des mecs sortent de la voiture et se disent oh putain Daniel. Non mais je pense que le plus important quand tu as une altercation du code de la route, c'est de désamorcer. Ouais. Que tu sois en tort ou que tu sois pas en tort. Ouais. Pourtant le problème c'est qu'a priori il y en a un qui a tort. Ton premier cours tu le fais avec quelqu'un qui simule, qui a son permis et qui simule. C'est tes formateurs en fait. Ok. Ou alors tes compagnons de fortune dans le cadre de la formation, parce que c'est une formation pas, c'est pas du one-to-one, hein, c'est un formateur qui forme une classe. Ouais. Donc tous ces gens-là, ils ont déjà le permis et ils sont des futurs moniteurs. Eux simulent des fautes que nous on doit rattraper au volant, des choses comme ça. Ok. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que du coup c'est un peu le moment où tu joues un peu, voilà, parce que c'est un peu fun quoi. Après, on a des vrais élèves, mais qui sont pas nécessairement des élèves qui n'ont jamais touché un volant. Ça peut être des élèves qui sont en cours de formation, et nous on débute pas leur formation. Eux en fait ce qu'on leur propose, c'est que dans le cadre de leur formation, ils peuvent venir au centre de formation, bénéficier de cours qui ne leur coûtent rien, puisque c'est du donnant-donnant. Nous on leur donne des d'accord. cours gratos. Et en même temps, c'est des cours qui sont donnés par des moniteurs en formation. Est-ce que tu sais si. Alors, moi, il y a une légende urbaine qui court, qu'il y a un quota à respecter, que tu peux être bon dans le permis, mais si t'es pas dans le quota, tu l'auras pas et tu devras le repasser. Est-ce que c'est vrai ça ? Ça déjà c'est pas vrai. Je dirais que ces mythes-là, ils existent parce que c'est plus facile de dire qu'il y a des quotas que de dire qu'on a merdé son examen. Et puis je pense que naturellement, il y a ces légendes urbaines qui se créent parce que tout le monde se raccroche à un truc pour dire j'ai raté mais c'est pas totalement de ma faute. Après est-ce qu'il y a des quotas ? La réponse ça va être non. Et la deuxième réponse, ça va être en même temps, je suis pas inspecteur et je ne connais pas leurs directives de leur hiérarchie. Oui. Tu sais jamais. Donc ces légendes urbaines, elles restent parce qu'en fait, il n'y a jamais personne qui a le fin mot. Ouais. Donc pour moi, la réponse c'est non. C'est plutôt une excuse pour pas dire qu'on a juste merdé son permis. Ouais. On dit aussi qu'il y a des quotas l'été parce qu'après les jeunes, ils vont
Ouais, avoir ils des partent en accidents en vacances. été parce qu'ils partent en vacances. En fait, un jeune qui démontre des bonnes capacités au permis de conduire ne va pas se tuer en partant en vacances. Et un jeune qui démontre des mauvaises capacités, il n'aura pas son permis, que ce soit l'été ou pas l'été. Ouais. Juste, il a démontré qu'il n'était pas prêt, c'est tout. Tu vois. Oui. On entend aussi, il y a tellement de mythes sur le passage du permis de conduire. Le truc de tu te mets au volant, puis tu oublies, je sais pas, de mettre ta ceinture ou de faire un truc. Tu lances la voiture et l'examinateur te dit bon bah vous ressortez, c'est fini. Ça existe? Non, non, non. Le seul cas de figure où l'examinateur met fin prématurément à l'examen, c'est si l'élève présente un niveau de conduite qu'il estime dangereux et que ça sert à rien de le laisser au volant parce qu'en fait, Il n'a pas les bases. sa conduite est dangereuse. Il faut que le moniteur reprenne le volant, qu'on rentre au centre d'examen et on met fin à l'examen. Il est évalué comme, il n'est pas ajourné et il est évalué comme examen non mené à terme. C'est pire qu'ajourné. Ouais. Vraiment. On a arrêté Il est parce que- non évalué, le mec, tu vois. Il n'y a même pas besoin de t'évaluer. quoi. Voilà. C'est fini. Ça arrive. Bon Baptiste, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Bah de rien, c'était avec plaisir. Vidéo dans un espace, ma foi, assez réduit aujourd'hui dans ta voiture. Bah ouais, moi c'est mon bureau mobile. Je suis même pas sûr que j'aurais le permis si je le repassais aujourd'hui, donc c'est un peu la loose. Bah écoute, c'était pas trop mal quand même, mais bon voilà, ça nécessiterait peut-être 1 ou 2 petites heures de Ouais. remise à niveau. Faudrait que je fasse des heures de remise à niveau, c'est terrible de me dire ça. Merci à toi pour tout ce que tu nous as montré. Bah de rien, avec C'était plaisir. vraiment super cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur le métier de moniteur auto-école et que ça vous a aussi donné envie de passer ou de repasser votre permis. Wow, ça a pété. Là, on a entendu quelqu'un on a entendu quelqu'un passer à 180 en moto derrière. À la prochaine pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Ciao.